Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. On va parler de soccer. On va parler avec notre ami Benoît Lavoie d'Espace Soccer. Je pensais qu'il était mort. On lui parle. Salut Benoît. Mais non, toujours vivant. Comme non, la vérité, c'est qu'on n'est pas capable de se parler au moment où que moi je suis prêt, quand moi je suis prêt, t'es pas prêt, puis quand t'es pas prêt, moi je suis prêt. Fait que c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on s'est pas parlé. Mais là, on a trouvé le moment, donc on a réussi à se parler. Benoît, on va parler de l'Impact de Montréal parce que c'est aujourd'hui le repêchage d'expansion. Cincinnati qui se joint à la MLS, une autre équipe. Et l'Impact a laissé quand même plusieurs joueurs non protégés, dont Rod Fanny et ainsi de suite. Je pense. Est-ce que tu penses que l'Impact va perdre quand même beaucoup lors de ce repêchage d'expansion? On parle d'une possibilité d'un joueur, Danny, je pense. Ouais. Fait que, j'ai l'impression qu'il y a peut-être d'autres joueurs qui vont partir à travers ça, mais quand tu regardes le nom des joueurs, Amarikwa, qui avait connu quelques matchs, mais on voyait que c'était pas nécessairement un marqueur de pointe non plus. Azira, Camacho en défense, ça n'a pas été facile. Diallo, Zachary Diallo avec les blessures aussi. Clément Diop, c'est un gardien. Chris Duval, bon, on l'a pas vu beaucoup, un petit peu. Il a fait une bonne saison il y a 2 ans. Ross Fanny, Kyle Fisher, Anthony Jackson-Hamel, je pense que ça pourrait être un gars qu'on pourrait perdre, ça. Moi, ça me surprendrait pas qu'il parte à Vancouver à un moment donné avec Dos Santos, peut-être qu'il sera peut-être. Comment tu dis? Avec Maxime Crépeau qui est parti aussi. J'ai l'impression qu'il va venir. Crépeau, mais écoute, ouais. Maxime Crépeau, on peut regarder qui est allé le chercher. C'est quand même Vancouver. C'est Marc Dos Santos, un Québécois qui le connaît. Ouais. Donc, il a dû le voir dans les formations antérieures aussi. Ensuite, pour revenir aux joueurs de l'Impact, Mancosu, c'est pas protégé, mais après Petrasso. Bakary Sagna, on disait qu'avec Fanny, il est en discussion avec l'Impact pour peut-être signer parce qu'on va avoir besoin, oui, c'est des vétérans, des gars quand même assez âgés, mais on va avoir besoin de vétérans puis d'expérience en défensive aussi. C'est là que la charnière centrale est importante. Et Salazar est là-dedans. Moi, ça me surprendrait pas de voir un gars comme Jackson Hamel partir pour aller peut-être à Vancouver avec Dos Santos, étant donné qu'il le connaît. Maintenant, il y en a un qui va s'en aller vers Atlanta. On va le savoir en fin de journée. J'ai hâte de voir quel nom qui va partir. Je pense pas que Sagna et Fanny, ça soit des joueurs. Puis encore là, il faut que les gars soient intéressés au projet de Cincinnati. C'est intéressant parce que Cincinnati il était dans la deuxième ligue en fin de semaine. C'est intéressant, mais est-ce que ces joueurs-là, en fin de carrière, sont intéressés à venir jouer à Cincinnati, aux États-Unis? Ça peut être intéressant aussi, mais l'Impact demeure un marché francophone. Pour des francophones, c'est intéressant aussi. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir ce que l'Impact a comme priorité, là. Oui, là, on a signé un attaquant intéressant. On peut en parler un petit peu d'Annie. On va en parler on va parler de cette acquisition-là, qui est un joueur Maximilio Urruti, qui est un joueur. Faut te reprendre, Danny. Maximilio Urruti, un Argentin, un gars de 27 ans. Il a 44 buts, 25 passes décisives en 162 matchs. Donc, c'est une acquisition intéressante. C'est un attaquant, hein? C'est un attaquant, donc ça peut. En tout cas, c'est mieux que Mancosu. Je pense. Mancosu, quand il est arrivé, Danny, il a fait la job, il a fait le travail. Il a même forcé la main aux dirigeants à tasser Drogba. Fait que, pour que tu tasses un gars comme Drogba, il faut que le gars... puis on se souvient à ce moment-là, quand il est arrivé, il marquait puis il marquait. Fait que l'Impact a tassé Drogba, puis ça a mal fini l'histoire avec l'Impact de Montréal et Didier Drogba. On se souvient de ça. Mais Mancosu, par la suite, n'a pas été capable de relever le défi par la suite. Et on l'a comme, avec l'arrivée de Rémi Garde l'année passée, on l'a presque pas vu. Mais il faut dire que l'arrivée de cet Argentin-là, j'imagine que ça va être bon parce que avec Piatti, qui est toujours l'Argentin, le gros joueur chez l'Impact de Montréal, ça peut être très intéressant. Il était avec le FC Dallas. Il faut rappeler aussi qu'il a gagné la Coupe MLS avec l'FC Dallas. Donc, c'est une très belle acquisition. Je pense que l'Impact sort gagnant de ça. Et c'est pas pour des gros sous non plus. Non, on parle 50 000 pour un super draft. Puis quand tu parles du draft, du super draft, là, à quelque part, y a-tu vraiment des joueurs, tu regardes ça depuis 2012, là, y a-tu vraiment des joueurs d'impact pour faire un jeu de mots, là? C'est des joueurs au mieux, là, c'est des joueurs de soutien. C'est pas de. Ça peut devenir des joueurs qui sont sur le banc, qui donnent la profondeur au club, à l'Impact.
mais j'ai l'impression qu'avec l'équipe de Rémi Garde, on s'enligne surtout pour aller chercher des invitations, donner de la chance à des joueurs. On va en avoir arrivé de plus en plus de ces joueurs-là. Là. Et dans les dernières semaines, on a vu quand même que ça a bougé pas mal au sein de l'Impact de Montréal, dont ce que tu voulais me parler tout à l'heure, je pense l'arrivée de Patrick Leduc. Oui, effectivement, Patrick Leduc, on va l'avoir en entrevue, je vais l'avoir en podcast cet après-midi. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire, parce que lui, c'est la philosophie, c'est de la manière qu'on a pu voir ça, c'est il veut vraiment là, replacer. C'est un lien avec l'académie, un lien également peut-être avec la fédération de soccer. C'est tout ça. Avec les médias. Avec les médias aussi. Donc, mais je pense que pour Patrick Leduc et l'Impact, c'est une belle acquisition parce que c'est un gars qui a été formé au club. Oui, dans son métier de journaliste à la RDS, il a critiqué souvent l'Impact de Montréal, mais ça faisait partie de son travail. On peut pas toujours être pour les actions du club et les actions du grand boss Joey Saputo. Puis je pense que lui, ça a été un joueur avec l'Impact de Montréal. Je pense que c'est une belle suite. C'est une belle suite avec Richard Legendre. Peut-être que c'est pas le même charisme d'individu de par son parcours antérieur. M. Legendre venait du côté, oui, sportif, mais aussi politique. Alors que là, Patrick Leduc va prendre la suite de M. Legendre au niveau des directeurs administratif des opérations soccer. Donc, je pense que c'est un gars d'expérience, puis il connaît beaucoup le monde du foot au niveau québécois puis à l'extérieur pour être capable de relever ce défi-là. C'est intéressant de voir, en tout cas, quelqu'un issu du club qui se retrouve au niveau de l'administration de l'Impact de Montréal. J'aurais peut-être même pensé, moi, à un moment donné, quand j'ai vu Patrick Leduc sortir, même Olivier Brett, j'aurais peut-être même pu penser voir un gars de cette trempe-là aussi. Mais c'est M. Leduc Patrick Leduc qui a été... alors, on va lui souhaiter bonne chance, puis je pense qu'il va être capable de relever le défi. Oui, effectivement. Donc, on va surveiller ça. J'ai bien hâte d'y parler aujourd'hui, parce que je veux y parler des régions aussi. Je veux y parler comment se fait-il qu'il y a une académie de l'Impact, puis il y a la Fédération de Québécoises de soccer. Est-ce que tout ce beau monde-là pourrait parler ensemble? Exactement. Puis permettre, Danny, entre guillemets, je peux lui demander, permettre quand il y a des gars comme Benoît Lavoie d'espace-soccer.com qui fait des demandes d'accréditation à l'Impact de Montréal, que ça soit plus simple d'avoir les accréditations. J'ai même des gens, moi, à Montréal, intéressés à aller faire couvrir l'Impact à chaque match. Fait que moi, ça sera en lien avec mon concept d'espace-soccer.com qui est développé la culture soccer. Alors, si ce serait possible d'avoir une ouverture vers des gens de la région qui sont prêts à faire des démarches dans ce sens-là, je pense que ça peut être un de ces rôles-là, de permettre à différentes régions d'être un peu plus impliquées au niveau du club. Ça va juste faire valoriser le club, puis donner des couleurs au club au niveau du Québec aussi. C'est pas terminé ce travail-là. C'est pas juste à Montréal. C'est ça. Je reviens toujours à dire, et puis ça, je l'ai dit à Richard Legendre, moi, ça fait que l'autre fois, j'ai été capable d'avoir Marc Dos Santos plus facilement qu'un joueur de l'Impact. Je pense que je vais lui poser cette même question-là, Danny. Je peux la poser, là. OK, on va parler de la Coupe du monde des clubs, un tournoi qui est... C'est-tu moi où j'ai cru voir passer qu'on va réformer la Coupe du monde des clubs prochainement? Aimes-tu mieux parler de la Coupe du monde des clubs ou terminer en MLS avec la Coupe MLS? Oui, on pourrait parler de la Coupe MLS, c'est vrai, parce qu'on a le temps. Ouais. Tant qu'à terminer le dossier MLS, Danny, la Coupe MLS en fin de semaine, c'était l'équipe favorite. Terminé en deuxième position à quelques points du Red Bulls de New York. Ils ont vaincu le Red Bulls en finale d'Association Est, le FC Atlanta. Écoute, c'est une équipe de deuxième ou troisième année, là, seulement d'expansion. Là. C'est une équipe d'expansion qui vient de remporter avec ses gros joueurs, Almiron et Joseph Martinez. Il faut mentionner que Joseph Martinez, d'année, a été élu joueur par excellence de la MLS en 2018, pendant la saison. Et il a battu un record de buts marqués, là, en MLS, je pense que c'est 23, une trentaine de buts. Je vérifie comme il faut, là. Et puis, tu as Almiron qui était le milieu, qui lui servait beaucoup de bonnes balles. Lui, Almiron, il va s'en aller en Angleterre en première ligue. Donc, ils vont perdre ce joueur-là. Il faut rappeler l'entraîneur aussi qui a déjà passé au niveau du FC Barcelone, Tata Martino. Puis je pense qu'il a annoncé aussi que c'était sa dernière année au sein du club. Donc, il termine bien son parcours en MLS. Et ces joueurs-là que j'ai parlé, le Vénézuélien et aussi l'autre, Martinez, est un
vénézuélien, et l'autre est un Paraguayen. Donc, c'est 2 joueurs sud-américains qui sont en fleur de l'âge là, pour poursuivre leur carrière. Donc, bravo au FC Atlanta qui remporte la Coupe MLS. Une victoire de 2-0 contre Portland la semaine dernière. Un bon match. 75 000 personnes. Hein. Oui, 75 000. Mais on dira ce qu'on voudra. Là, on veut réformer la MLS actuellement, les séries de la MLS. Puis, écoute, là, c'est long. C'est très, très long. Puis ils savent d'ailleurs, la MLS, c'est pas pour rien qu'ils veulent changer ça un peu. Au mois de décembre, que ça a commencé au mois de février, la saison. Ouais, février, mars, peut-être plus mars, là, début avril. Mars, début avril. Ouais, mais février, écoute, il y a un tournoi en Floride. Le camp d'entraînement, ça sert de saison. Je te dirais, Danny, que là-dessus, c'est déjà en train de se faire. J'ai l'impression qu'ils vont rajouter des parties de semaines dans le calendrier. OK? Donc, ça va demander aux équipes d'avoir peut-être plus de bancs, plus de joueurs de profondeur pour permettre justement à faire rouler l'effectif, à permettre aux joueurs de ne pas jouer une fois par semaine tout le temps. Oui, il y a quelques matchs dans la saison ici et là, en milieu de semaine, mais si on en fait plus de ces matchs-là, ça va permettre de raccourcir le calendrier et de terminer plus tôt. C'est ça la vision de la MLS. Maintenant, au niveau de la Coupe MLS, quand arrivera le temps des séries, là, je ne sais pas s'il y a des grosses transformations qui s'en viennent. On a peut-être parlé d'ajouter des équipes dans chaque section qui vont se rendre dans les séries fin de saison, mais on va attendre de voir les vraies annonces officielles. Mais oui, ce qui s'en vient, c'est que là, il va y avoir plus de matchs dans la semaine, donc peut-être un match en fin de semaine et un match dans la semaine, pour permettre justement, comme tu as dit tantôt, de ne pas finir ça en début décembre, parce que là, on y perd un peu l'intérêt. Et ça doit se terminer, ça, avec une belle finale, un peu comme le Super Bowl. Ça n'atteindra jamais le niveau du Super Bowl, mais ça doit se rendre à peu près quand même pour que la finale soit une finale de haut niveau. Oui, effectivement. Donc, là, on va parler maintenant de la Coupe du monde des clubs qui débute demain. C'est où cette année, hein? La Coupe du monde des clubs, Danny, cette année, elle se déroule. Écoute, on va se rappeler que c'est vraiment le Real Madrid qui a gagné les 2 dernières années. 4 pays sont partis candidats. C'est aux Émirats Arabes Unis, Danny. Okay. Alors, le comité exécutif de la FIFA a donné ça le 2017-2018 aux Émirats Arabes Unis. Donc, là, ça sera une 2e année consécutive. On veut réformer la Coupe du monde des clubs parce que ça tire pas comme ça devrait tirer. Parce que le concept est vraiment intéressant. Là. C'est tous les clubs qui ont gagné des Ligues des champions, parce qu'il faut dire que la CONCACAF a sa Ligue des champions, l'Europe a sa Ligue des champions, en Afrique c'est la même chose, en Asie c'est la même chose. Donc c'est tout ça. Ben, tu sais, c'est ça, mais dans tout ce que tu viens de dire là, Danny, il y a 2 continents, il y en a un qui draine très fort, c'est la Ligue des champions en Europe. Parce que c'est télévisé partout. C'est eux, c'est les clubs européens, c'est les championnats européens qui minimise cette coupe-là, si tu veux. Là. Donc, ça va être très difficile. Je ne sais pas comment est-ce que la FIFA va s'y prendre. Puis, ça vient un peu mêlant avec toutes les transformations qu'on veut y apporter. Regarde ce qu'on a vu cet automne avec la Ligue des Nations. C'est encore de quoi qui a été ramené par l'UEFA. Ça finit pas. C'est des histoires de sous. C'est du gros cash qui se passe là-dedans. Mais quand même, ça serait bon d'en parler un peu quand tu dis que là, présentement, il y a 7 équipes qui vont jouer cette coupe-là. Tout d'abord, le premier match, ça va se jouer demain. Tu as le représentant de la Ligue des champions de l'Océanie, un club de Nouvelle-Zélande, le Team Wellington. C'est sûr que c'est un club, on s'entend qu'en Océanie, il n'y a pas des gros championnats dans ce coin-là. Donc, eux, ils vont jouer un match de barrage contre une équipe haute du pays hôte, que je te dirais, Émirats Arabes Unis. Et c'est le gagnant de l'Arabian Gulf League. Donc, ça va être eux qui vont être là, qui vont représenter. Donc, ça va être un match de barrage. Le gagnant, par la suite, va aller jouer contre le gagnant de la Ligue des champions en Afrique, l'Espérance de Tunis. Donc, ce match-là va se jouer le 15 décembre. Donc, vendredi. Le 15, c'est vendredi ou samedi, l'année? 15 décembre, c'est samedi, c'est ça? Ouais. Donc, il va y avoir un match de quart de finale là. Dans l'autre côté, dans le quart de finale, on va avoir le représentant de la zone Asie, qui est un club japonais, le Antler de Kashima, qui va jouer un match contre le représentant de la Ligue des champions CONCACAF, qui est le CD Guadalajara. Il y a un club mexicain, parce que c'est pas mal toujours un club mexicain qui représente notre continent. Je crois qu'il n'y a jamais eu un club de la MLS, là, mais peut-être une fois ou deux qui est arrivé que s'est retrouvé dans la Coupe du monde des clubs. Et par la suite, les deux gros continents qui sont la Sud-Américain et l'Europe, eux
parce que le championnat est déjà très bouqué. La Ligue des champions, il y a des matchs à tous les fins de semaine, plus les Ligues des champions. Alors, puis en fin de semaine, on vient de savoir qui représentera le continent sud-américain. C'est le gagnant de la Copa Libertadores, qui est le semblant de la Ligue des champions en Europe. Okay. C'est le River Plate, Danny. Je vais t'en parler un petit peu parce que le River Plate, en fin de semaine, il y a eu le match retour entre le River Plate et le Boca Juniors. C'est deux clubs argentins. Okay. Je vais te conter la petite histoire qui est arrivée. Ces deux clubs, c'est un Canadien nordique fois 100, je te dirais. Okay? C'est sûr. Il y a des arbitres. Écoute, quand tu dis, juste pour en parenthèse, dans ces pays-là, c'est pas rare qu'un arbitre est tué, hein? C'est fou raide, là, dans ce... Je vais te conter l'histoire qui est arrivée. Ouais. C'est le River Plate contre Boca Juniors. C'est le Canadien nordique x100. C'est un des plus gros duels entre deux clubs dans le monde du soccer international. Le match aller, c'était un match aller-retour. Puis le gagnant de cette finale-là, elle représente l'Amérique du Sud à la Coupe du monde des clubs. Alors tout d'abord, le match s'est joué au Boca Juniors. Ça s'est terminé 2-2. Donc, on est allé pour le match retour qui devait avoir lieu sur le terrain du River Plate. Mais l'autobus, en se rendant au stade, Danny, s'est fait attaquer par des fans. Et ils ont cassé les vitres, ils ont tiré des roches. Il y a même des joueurs qui se sont retrouvés blessés dans ça, puisqu'il y a des vitres qui ont cassé des roches qui ont cassé les vitres d'autobus. Le match retour n'a pas eu lieu. OK, Danny, le match a été annulé. Il devait être repris le lendemain. Mais le club n'a pas voulu le jouer non plus. Le club de Boca Juniors a refusé de jouer ce match-là parce qu'il y avait des gars blessés. Fait que sais-tu qu'est-ce qui s'est passé? Non. Le match s'est joué, ça c'est pour 2 semaines. Le match s'est joué dimanche cette semaine et c'est même pas joué en Argentine. Hein, c'est deux clubs argentins. Il faut s'entendre, Danny, là. C'est Ligue des champions, là. Ils jouaient contre des clubs, la Copa Libertadores, c'est des clubs du Brésil, les clubs colombiens, des clubs, ça se termine comme une finale de la Ligue des champions, là. De l'autre côté, on sait que c'est le Real Madrid qui a battu Liverpool au mois de mai dernier. Donc, le match s'est joué d'année à Madrid, en Espagne. C'est même pas joué en Argentine. Comment il y avait de monde? Parce que là, le stade était plein, 85 000 personnes. OK, c'est sûr que c'est malade. Il y a plein d'Argentins qui sont descendus. Puis il faut s'entendre, Danny, les Argentins, là, en Europe, il y en a beaucoup, là, puis qui jouent dans les meilleurs joueurs argentins sont tous en Europe, dans des grands clubs. Messi était là pendant le match. Il est venu voir le match. Messi a joué le samedi à Barcelone et a pris le transport et s'est rendu voir le match de la finale parce que c'est un Argentin. Et c'est le River Plate qui a gagné en supplémentaire. Un match très, très relevé. J'ai écouté le match, là, très, très intense. Une victoire de 3-1. Excuse, Danny. Ça veut dire que là, c'est le River Plate qui représente le continent sud-américain. Donc, eux sont en attente. Ils vont jouer le 18 décembre, leur demi-finale. Le 18 décembre, ça, Danny, ça va tomber mardi prochain. Ils vont jouer contre le gagnant de l'Afrique et du match de barrage. Et de l'autre côté, l'autre demi-finale, c'est le Real Madrid qui attend, lui, le gagnant du représentant de la CONCACAF ou du gagnant de la zone Asie. Donc, normalement, on devrait avoir une finale Real Madrid et River Plate, à moins qu'il y ait une surprise. On sait que c'est un match. Est-ce que le Real Madrid gagnera une 3e Coupe du monde des clubs consécutifs? Là, ils ont de la misère un petit peu cette année en championnat. Ça va bien en Ligue des champions. Ils ont perdu Ronaldo et Zidane. Donc, ça va être intéressant de voir une finale River Plate-Real Madrid. Mais, à moins qu'on l'échappe en demi-finale, à voir la semaine prochaine. Okay. Dis-moi, on va y aller maintenant avec rapidement. Je veux que tu me parles du Ballon d'Or. C'était la semaine passée. C'est la première fois depuis fort longtemps que c'était pas ni Messi ni Ronaldo qui ont gagné. 10 ans, Danny. Ça fait 10 ans. Hey, c'est incroyable. 10 ans, Ronaldo et Messi, ils ont 5 victoires chacun, 5 ballons d'or chacun. Ouais. C'est tout que des joueurs. Puis le gagnant cette année, c'est Luka Modric. Il faut le dire, même lui l'a dit. Il dit, je suis très surpris d'arriver devant ces deux monstres du soccer international, du football. Là. Ce sont deux bêtes. Là. Écoute, ça marque des buts, ça marque à 35-40 buts par année, ces deux-là. Là. Et puis, je te dirais que mais il faut regarder le parcours de Luka Modric, parce que Modric a gagné la Ligue des champions avec le Real Madrid en mai dernier, une 3e titre consécutif. Il a 4 titres de la Ligue des champions dans les 5 dernières années. Et ils ont perdu, bien entendu, en finale la Coupe du monde des clubs. Danny, le Ballon d'Or, il faut rappeler que c'est 180 journalistes du monde entier. Dont le Canada, Canadien. Le Canada, son nom est Neil Davidson. Je lui ai envoyé un Twitter, Danny. Il m'a répondu. T'as-tu répondu? Ah oui? Je lui ai demandé s'il faisait un vote avec des journalistes de soccer au Canada ou il faisait un vote individuel. Okay. Il m'a répondu qu'il faisait ça individuel. Parce que quand je regarde son vote,
il l'a pris pour Cristiano Ronaldo en première position. Il y a aucun joueur de la France dans les 5 premiers. Donc, je trouve ça un petit peu ridicule de voir ça d'un journaliste canadien. Parce que quand tu regardes le Ballon d'Or, je vais te donner le classement du 5 premiers. Donc, le premier, c'est Modric, suivi de Ronaldo. J'étais surpris un peu. Moi, Ronaldo, je le voyais 4e à peu près, parce que j'aurais vu Griezmann 2e, mais c'est Griezmann, le Français, qui a été numéro 3. En 4e, c'est le jeune Mbappé. Hein, c'est le jeune Mbappé qui a... C'est français, oui. Oui. Puis en 5e position, mais c'est bien sûr Lionel Messi, parce que Lionel n'a pas gagné la Ligue des Champions. Oui, il a gagné le championnat espagnol, mais puis en Coupe du Monde, ils ont perdu un 8e contre la France. Donc, je crois que le classement, c'est bien mérité. Moi, j'aurais peut-être pas vu Ronaldo 2e, mais c'est un classement qui est très gros. Quand on dit 180 journalistes, 180 pays, c'est très gros. Faut mentionner, Danny, aussi que au niveau du Ballon d'Or, il y a eu un Ballon d'Or jeune qui a été remis à Mbappé. C'est lui qui a gagné. C'est la première fois qu'on remettait ce Ballon d'Or-là. Le vote, c'est les joueurs de moins de 20 ans. Ça a été remis par tous les gagnants des Ballons d'Or dans les années précédentes. Donc, c'est un vote quand même intéressant. Donc, c'est Mbappé qui a remporté. Il a fini 4e pour le gros Ballon d'Or. Et on a remis un Ballon d'Or féminin. C'est une Norvégienne qui a remporté. Et c'est la première année qu'on remettait aussi un Ballon d'Or féminin. Elle sera là en Coupe du Monde féminine. Il faut mentionner, Danny, qu'il y a eu le tirage au sort de la Coupe du Monde féminine qui va avoir lieu l'été prochain en France. Le Canada est là. On va voir le Canada qui va être présent lors de la Coupe du Monde féminine. Intéressant à voir. Je voulais te mentionner un peu les groupes. Là. Je ne sais pas si tu as 2 minutes. Oui, après ça, on parlera de la Ligue des Champions une autre fois. Parce que vas-y, va. T'es tanné, mon Danny? Non, c'est pas ça. C'est parce que tu sais qu'un podcast, moi, même si c'est un podcast, il n'y a pas de limite de temps, je veux en mettre un pareil. Fait que tu comprends si on a déjà parlé en dehors des ondes. Fait que vas-y. Je vais avec ton... Je suis en train justement de faire une recherche pour voir là quelles sont les 4 équipes que le Canada va retrouver dans son parcours. Moi, on me dit que c'était quand même c'était très facile. C'était un tirage avantageux. Oui. Le Canada, donc le Cameroun, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas, les Néderlands. Donc le Canada, il faut finir au moins dans les 2 premières de chaque groupe sortent. OK, on a 6 groupes de 4. Comme c'est la même fait que le soccer masculin. Non, parce qu'on a 24 équipes, okay, alors au niveau masculin, on en a 32, donc c'est pas différent. C'est un petit peu différent. Au lieu d'avoir 8 groupes, on en a 6. On prend les 2 premières de chaque groupe, ça veut dire 6 fois 2, 12, et on prend les 4 meilleurs troisièmes pour arriver à 16, pour après ça embarquer dans les 8e de finale. Donc le Canada a quand même eu un beau tirage au sort. Je pense que les Canadiennes devraient être bonnes pour au moins se rendre dans la 2e phase du tournoi. Donc à surveiller l'été prochain, Danny. Coupe du monde féminine intéressante. Ça va être très intéressant. Puis il n'y a pas de Québécois, malheureusement. Tu as dû capoter un peu quand tu as vu ça, là. Mais il n'y a pas de Québécois. Mais... Ouais, je veux vérifier, mais là, à ce moment-là, il peut y avoir encore des sélections qui vont se faire. Ouais. Oui, on n'a peut-être pas eu de Québécois au niveau des matchs de qualification, mais là, il y a d'autres joueurs qui peuvent se greffer. Il peut y avoir des blessures. Il va y avoir des matchs amicaux qui vont jouer. Fait que ça ne me surprendrait pas de revoir arriver des Québécois au sein de l'équipe. Tu sais qu'il y a 2 ans, tu as eu l'équipe José Bélanger de l'équipe nationale qui avait gagné la médaille d'or, médaille de bronze aux Jeux à Londres. Puis au Brésil, je crois. Puis elle a quand même participé à quelques phases finales de Coupe du Monde. Donc, je me souviens qu'on l'a fait venir à Alma. C'était pas rien quand même. Donc, à surveiller l'équipe canadienne de soccer au niveau de la Coupe du Monde en France. Effectivement. On s'en reparle, Benoît, dans 2 semaines. Puis là, ça va être la revue de l'année également. On s'en va vers une revue de l'année également. Fait qu'on s'en va là-dessus. Yes, salut Danny. Notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Lac-Saint-Jean.